Mesdames, Messieurs, on va démarrer cette séquence de l'après-midi qu'on va essayer de ne pas faire trop longue parce que je pense que souvent le vendredi, vous avez envie de rentrer dans vos établissements ou du moins chez vous pour le week-end et puis de ne pas rencontrer des gilets jaunes ce soir. Donc cette séquence est consacrée à l'innovation et puis au métier. Et pour l'introduire, nous avons demandé à Enguerrand Abran, qui travaille à la FHF en tant que directeur du fonds innovation de la FHF, de nous parler de l'innovation, notamment des nouvelles technologies. Et puis ensuite, ça nous permettra de déboucher sur, finalement, je pense qu'il commencera certainement à en parler un petit peu. Et puis, au cours du débat, avec Vincent Lay et puis Elisabeth Beau. Alors, Elisabeth Beau n'est pas encore là, mais elle va arriver. On pourra effectivement aborder l'évolution des métiers hospitaliers au regard des innovations technologiques, puisque c'est vraiment un champ dont on commence à percevoir la portée pour quasiment l'ensemble de nos métiers, comme d'ailleurs dans beaucoup de secteurs. Donc je donne la parole à Enguerrand en le remerciant d'avoir fait le voyage pour venir avec nous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, avant la table ronde, on tenait à faire une petite présentation en fait sur toutes ces nouvelles technologies dont on n'arrête pas d'entendre parler, parce qu'il y a énormément de choses qui sont racontées, et donc l'objectif c'était un peu de faire un point pour savoir ce qui est réel et ce qui relève du fantasme. Donc aujourd'hui, on est sur un système de santé qui est curatif, avec tout un tas d'applications, pareil sur le préventif, et puis il y a toutes ces nouvelles technologies. Et en fait, demain, qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça va apporter sur la partie curative ? Qu'est-ce que ça va apporter sur la partie préventive de la santé ? Et puis, qu'est-ce que ça va apporter sur l'aspect prédictif, donc plutôt au niveau de la société. Pourquoi au niveau de la société ? Parce que ça, c'est très important. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens nous dire que grâce à des formidables algorithmes d'intelligence artificielle, on pourra prédire ceci ou cela. Il y a tout simplement des choses en fait, qui ne sont pas prédictibles. Et vous avez beau avoir le meilleur algorithme du monde, c'est tout simplement pas prédictible parce que c'est mathématiquement pas prédictible. Donc, pour savoir ce qui est prédictible et ce qui n'est pas prédictible, on a fait un schéma assez simple. Déjà, la première différence, c'est la différence entre les choses compliquées et les choses complexes. Alors, c'est quoi la différence entre compliqué et complexe ? Fabriquer un A380, vous savez l'avion, c'est compliqué. Mais si je sais en fabriquer un, eh ben je sais tout ce qu'est fabriqué, parce que c'est toujours la même chose. Savoir où mon plat de spaghettis il va faire des taches de bolognaise sur ma chemise, c'est complexe. C'est-à-dire qu'à chaque plat de spaghettis, c'est différent. Et dès que j'ai mis un coup de fourchette, ça a changé. Eh ben dites-vous que le corps humain, c'est un énorme plat de spaghettis. Et puis après, même si quelque chose est compliqué, c'est pas forcément prédictible. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas calculables. Parce que par exemple, ça va mettre 1000 ans à avoir le résultat. Et vous, le résultat, vous en avez besoin pour demain. Donc à ce moment-là, c'est pas du tout calculable parce que le temps que vous ayez le résultat, votre patient, 1000 ans plus tard, il sera déjà mort. Et vous aussi d'ailleurs. Donc attention, quand on vous dit j'ai un formidable algorithme pour prédire ceci ou cela, il y a tout simplement des choses qui ne sont pas prédictibles. Alors, toutes ces nouvelles technologies en santé, lesquelles et qu'est-ce que ça va faire ? La première qui est arrivée, on va dire, et dont on entend pas mal parler, c'est les objets connectés et le smartphone. Comment ça fonctionne ? Alors c'est une technologie de source. C'est-à-dire que ça apporte en fait des nouvelles informations parce que c'est des capteurs connectés en temps réel qui vont relever de l'information. Donc en fait, on va capter un signal à partir d'un certain seuil. Ce signal, on va le transformer, on va l'émettre, on va l'envoyer en fait à quelque chose qui va être capable de le recevoir, de l'analyser et après de renvoyer un feedback ou de vous prévenir de quelque chose. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour mettre en place ce genre d'outils, il y a un prérequis qui est indispensable, c'est l'acceptabilité en fait de ces technologies. Parce qu'il y a plein de médecins qui nous disent grâce aux objets connectés, on va pouvoir suivre les patients chroniques dans leur vie de tous les jours. En fait, les patients chroniques, ils n'ont pas envie d'être traqués. Donc déjà, ils n'ont pas envie d'avoir les objets qui leur rappellent qu'ils sont malades. Ils n'ont pas envie d'être traqués. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important à intégrer, parce que vous avez beau avoir une super technologie, si les gens ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien.
Donc il faut plutôt être sur des innovations, en fait, ou des objets connectés en tout cas, qui vont être déjà dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai mis objets connectés et smartphone. Mais certes, le smartphone a beaucoup moins de capteurs qu'un objet connecté spécifique que vous auriez développé pour capter un signal en particulier. Petit fait aussi intéressant, c'est qu'il y a à peu près 250 000 applications qui existent dans le domaine de la santé. Il y en a 50% qui ont été téléchargées moins de 500 fois. C'est-à-dire c'est à peu près la famille et les amis du développeur qui l'ont téléchargé. Donc il y a énormément de choses qui ne servent à rien. Par contre, il y a déjà des applications qui font des choses fantastiques, et ça c'est une première française. En 2017, il y a une première application téléphone qui a validé un essai clinique sur la récidive du cancer du poumon. Ils ont des meilleurs résultats que le suivi par imagerie. C'est un questionnaire de 23 questions qu'on remplit, et ça fait des meilleurs résultats que de suivre en fait, quelqu'un qui a eu un cancer du poumon, après donc, de le suivre pour éviter les rechutes, avec de l'imagerie. C'est le docteur Fabrice Denis, si vous voulez vous renseigner sur ce qu'ils font. Donc du coup, quels sont les potentiels et les limites de cette technologie d'objets connectés et de smartphones? Alors déjà, on va pouvoir capter des nouvelles données, en tout cas de la donnée environnementale et de la donnée épidémiologique. Donc on va pouvoir, on va dire, mieux adapter nos politiques de santé. On va pouvoir développer des bâtiments intelligents, c'est-à-dire que la seule chose qu'on n'est pas on n'est pas obligé en fait de suivre uniquement les patients ou des choses comme ça. On peut aussi suivre le matériel, les bâtiments et tout ça, et donc avoir des bâtiments qui sont connectés. Et d'ailleurs, Vincent Lay, qui interviendra lors de la table ronde, c'est ce qu'ils font. Ils rendent les bâtiments plus intelligents en les connectant. Donc, une fois qu'on a des bâtiments connectés, on peut en plus faire de la traçabilité des parcours de soins. Et couplé à d'autres technologies, on peut même faire anticiper en fait le parcours que va suivre une personne. Mais ça, j'en parlerai quand on abordera les big data et l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un hôpital en Bretagne qui fait déjà ça. Après, sur la coordination des acteurs, comme on va avoir de l'information et des dispositifs qui sont connectés, on va aussi pouvoir la partager plus facilement. Donc on va pouvoir mieux se coordonner en fait, entre la ville, l'hôpital et même à l'intérieur de l'hôpital. On va pouvoir bien évidemment recueillir de nouvelles données, mais là, comme je l'ai dit, il faut faire attention sur les données qu'on récupère. Je vais le détailler dans les limites. La diffusion d'informations de santé. Sur le smartphone, on peut diffuser de l'information, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de recevoir que des notifications venant de Facebook et tout ça. On pourrait peut-être aussi recevoir des notifications pour tout simplement améliorer ses comportements ou penser à sa santé. Et puis, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui est assez peu développé, mais qu'on a constaté, qui est très intéressant sur les objets connectés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets connectés qui vont essayer de détecter en fait, des constantes vitales, des choses comme ça. Et en fait, ce qui améliore l'état de santé du patient, ce n'est pas le fait qu'il ait un retour sur ces données. Ce qui améliore l'état de santé du patient, c'est le fait que généralement, en fait, ces objets, ils vont publier sur les réseaux sociaux son effort de santé. Et donc, il va être encouragé par sa sphère sociale, en fait, qui va commenter ça. Et comme il est encouragé par sa sphère sociale, il va avoir en fait un impact sur son comportement. Et si c'est une maladie qui est impactée par son comportement, diabète, obésité, toutes ces choses-là, eh ben ça va du coup avoir un effet sur sa santé qui est positif. Et ça, c'est un effet qui est assez peu, on va dire, assez peu utilisé, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Après, au niveau des limites, alors aujourd'hui, il y a assez peu de dispositifs qui ont vraiment une très bonne qualité de mesure. Donc on a quelques faux négatifs, mais on va dire que ça pourra s'améliorer. En revanche, il y a une vraie limite, et là qui produit du faux positif, parce qu'on a une problématique de spécificité du signal, c'est qu'au moment où je prends la mesure médicale, en fait, je n'ai jamais le contexte de la mesure. Par exemple, le 15 juillet dernier, tous ceux qui étaient suivis pour leur tension, je pense qu'ils ont eu une problématique de tension, on avait simplement gagné la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que leur tension avait augmenté probablement, et pas parce qu'ils avaient un trouble pathologique. Donc c'est très important, en fait, quand je vais capter un signal, d'essayer d'avoir un signal qui est pathologiquement spécifique. Parce que sinon, je vais avoir énormément de faux positifs. Tout simplement parce que la vie est complexe et il y a énormément de choses qui peuvent développer, en fait, déployer ce signal. Après, il va y avoir la pertinence des retours. Comme je l'ai dit, renvoyer des données à un patient, il s'en fiche parce que tout simplement, des données, il ne sera pas capable de les interpréter. Il faut au minimum renvoyer de l'information ou de la connaissance pour pouvoir provoquer, en fait, une action qui aura un impact réel. Et puis pour pas aussi provoquer du stress ou des choses comme ça, parce qu'il va voir qu'il est en dehors des seuils et donc il va s'inquiéter et c'est probablement pas grave. Donc ça, c'est aussi le point d'après, sur la mauvaise compréhension et appréhension en fait, des données qu'on leur renvoie. Il faut faire attention, quand on renvoie des données que quelqu'un n'est pas capable d'interpréter, on peut générer du stress inutile. Et puis, il va y avoir les problématiques d'anonymisation et les forts risques de cyberattaque. Pourquoi ? Je vais vous donner un chiffre, 4. 4, c'est le nombre de données de géolocalisation qui est suffisant pour avoir 100% de discrimination.
C'est-à-dire, avec 4 données de géolocalisation, je peux savoir qui est au bout de ces 4 données. Parce que chaque être humain possède uniquement 4 données de géolocalisation qui lui sont spécifiques. Une empreinte digitale, c'est discriminant à 97%. 4 données de géolocalisation, c'est discriminant à 100%. Donc tous les gens là qui ont des smartphones et qui sont actuellement géolocalisés, parce que même quand vous retirez la géolocalisation, vous êtes traqué par la triangulation du signal, ben ça permet aux GAFA de savoir qui y a derrière ce téléphone. Parce que vous êtes le seul à vivre, travailler, aller faire vos courses et, 4e point, au même endroit. Parce que même si, bien évidemment, vous vivez et vous travaillez au même endroit que votre femme et vous allez faire les courses avec votre femme, et il y a quand même un 4e truc qui fera une différence entre vous et votre femme. Et donc 4 données de géolocalisation, c'est plus discriminant qu'une empreinte digitale. Donc ça, c'est pour l'anonymisation, c'est très dangereux. Mais sinon, on peut faire plein de choses très intéressantes avec les objets connectés, hein, vous inquiétez pas. Après, il va y avoir donc la génomique. Alors la génomique, on va passer dessus aussi. Donc tout simplement, la génomique, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on analyse le génome? Parce que c'est à partir de ça qu'on synthétise les protéines et donc que toute les mécanismes cellulaires en fait s'activent, et donc c'est comme ça que fonctionne tout votre corps. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va détecter dans ce génome en fait des séquences particulières, des mutations, des choses comme ça, pour justement vous diagnostiquer des troubles futurs, potentiels, on va dire ce qu'on appelle des prédispositions, ou justement des maladies génétiques. Donc là, les prérequis sont assez compliqués. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un génome standard. En fait, tous les êtres humains ont un génome totalement différent. Et donc, établir un bon étalonnage, parce que pour savoir si vous avez des mutations, c'est comparer par rapport à un autre génome, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce génome standard. Et donc, il faut le créer. Et à chaque fois, il faut le créer. Donc, il faut se dire, OK, on part du principe que ça sera ça le génome standard. Et à partir de ça, je vais détecter le reste. Alors après, il y a des séquences qui sont très peu mutées, et donc on arrive en fait sur certaines parties du génome à dire, OK, là, on est en dehors du standard. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça apporte d'autres problématiques que je détaillerai après. Là, sur les mesures de cybersécurité, encore une fois, mais sauf que là, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce que si un hacker récupère vos données cardiaques, vos données cardiaques, elles sont valables quelques mois, peut-être quelques années, mais après, votre cœur, il évolue, et voilà. Vos données génomiques, elles sont valables toute votre vie, mais elles sont aussi valables pour vos parents et vos enfants. Donc ce n'est pas la même chose de partager ces données génétiques que de partager n'importe quelle autre donnée. Parce que derrière, ce n'est pas les mêmes implications. Alors, petit fait intéressant, le premier séquençage du génome, ça a duré 13 ans, ça a coûté 2 milliards. Aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, pour 2 000 €, on séquence 10 génomes. Donc c'est vraiment une technologie qui est en train de se démocratiser. Et puis, je disais que le génome, ça sert à faire des protéines. Il n'y a que 2% du génome, en fait, qui sert à faire des protéines. Le reste, on ne sait pas trop encore à quoi ça sert. Donc, du coup, pour l'instant, sur la partie standard, on s'est concentré sur ces 2%. Mais on sait que le reste, ça a une utilité. Sinon, le vivant ne l'aurait pas gardé. Donc, le potentiel, on va pouvoir faire du dépistage précoce des maladies génétiques. Plus les coûts vont descendre, plus ça sera une pratique. On va pouvoir aussi faire de la pharmacogénétique, adaptation des traitements. Alors, il y a déjà des cas qui existent. On sait que le cancer Herceptine, par exemple, c'est ça. Voilà, on va en fait faire une analyse génomique de la tumeur. Et puis, en fonction de ça, on va voir si les marqueurs en fait, protéiques qu'elle exprime, et on va avoir des thérapeutiques ciblées par rapport à ces marqueurs protéiques. Donc, c'est les thérapies ciblées par rapport à des marqueurs protéiques. On peut le faire de manière plus générale que juste l'adaptation des traitements pharmacogénétiques, parce qu'on va aussi pouvoir développer des nouveaux traitements qui ciblent ces marqueurs. Et puis, on va pouvoir faire du développement de médicaments in silico aussi, parce qu'à partir du génome, on a des séquences protéiques. À partir des protéines, on peut déterminer des sites d'action de molécules. Sur les limites, bien évidemment, il y a plein de problèmes éthiques, mais ça, c'est des choix de société. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision, c'est juste à nous de les définir. Il va y avoir des problématiques de complexité de l'épigénétique. Il y a des gens qui vous disent, et notamment Google et tout ça, séquencez votre génome et puis à partir de là, je serai capable de savoir ce qui va se passer dans votre vie, quelle maladie vous allez développer. Alors ça, c'est vraiment ne rien connaître à la génétique, parce qu'en fait, la génétique, ce n'est pas une carte d'action, c'est une carte de potentiel d'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce qui va se passer, c'est l'ensemble des possibles qui peuvent se passer. Mais votre génome, en fait, il va s'exprimer en fonction de ce qui se passe dans sa cellule. Et votre cellule, ça va dépendre de ce qui se passe dans le tissu. Et le tissu, ça va dépendre de ce qui se passe dans l'organe. Et l'organe, ça va dépendre de ce qui se passe dans l'organisme. Et l'organisme, ça va dépendre de ce qui se passe dans votre vie. Donc quelqu'un qui vous dit, à partir de l'analyse de votre génome,
je vais pouvoir savoir quelle maladie vous allez développer, il prétend aussi savoir tout ce que vous allez vivre dans votre vie. Alors on pourrait se dire, oui, mais pour 2 jumeaux, par exemple, 2 jumeaux à la naissance, ils ont une variabilité épigénétique, c'est-à-dire le contrôle du génome, déjà de 2% à la naissance. Et à 50 ans, de 30%. Ils ont le même génome, mais ils n'ont pas du tout le même fonctionnement du génome. Donc là aussi, Google raconte n'importe quoi. Donc la présence de zones d'ombre, ça je l'ai dit, voilà, on ne connaît que 2%, et en plus sur ces 2%, on ne sait pas ce qui est vraiment standard. On a défini des standards, mais c'est des choses qu'on a définies, après est-ce qu'on a raison, et donc ça fait quand même énormément de données, 2% de tout le génome, et donc en plus de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va laisser tomber certaines choses, on va dire non, ça on ne le regarde pas, et comme on ne le regarde pas, on ne peut pas détecter ce qui est à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, tout regarder, ça coûte très cher. Et ça prend surtout énormément de place en termes de serveurs. Il va y avoir, il y a encore un peu le coût et l'accessibilité à ces technologies. Ça coûte quand même encore un peu cher pour le faire en routine, on va dire, sur tous les gens. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le temps de se faire diagnostiquer une maladie rare, c'est en moyenne 13 ans. Si on pouvait faire un test génétique chez tout le monde à la naissance, ça pourrait être pratique pour beaucoup de monde, mais ça coûte encore un peu cher. Et puis, il y a des gens qui vous disent, on va pouvoir faire des thérapies géniques. On a des trucs comme CRISPR et tout ça. CRISPR, c'est un ciseau moléculaire qui va couper votre ADN et qui remplace une séquence. Alors ça marche très bien en laboratoire. Dans le corps humain, ça marche beaucoup moins bien. Et donc aujourd'hui, en fait, les thérapies géniques qu'on peut faire, elles sont essentiellement localisées. Parce qu'il y a une grosse problématique, c'est quand vous voulez faire une modification génétique, le problème, c'est qu'en fait, cette mutation, elle est possiblement en fait, dans toutes les cellules de votre corps. Donc il faudrait changer toutes les cellules de votre corps. Donc il y a des maladies pour lesquelles c'est pas intéressant, puis il y a des maladies pour lesquelles en fait, la mutation, certes, elle est dans toutes les cellules, mais en fait, ça code pour une protéine qui est utilisée que dans un organe. Là, on peut faire quelque chose. Quand c'est dans toutes vos cellules, on ne peut pas remplacer toutes les cellules de votre corps. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Sur la blockchain, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont racontées qui sont n'importe quoi. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de stockage qui permet en fait de rendre l'information immuable. Aujourd'hui, moi, j'entends des start-upers qui viennent me voir et qui disent « on mène notre information dans une blockchain et du coup, elle est sécurisée ». Alors la blockchain, ça ne sécurise pas du tout. Ça rend la donnée immuable. C'est-à-dire que les gens peuvent y avoir accès, mais ils ne peuvent pas la modifier. C'est-à-dire que quand on lit de l'information dans une blockchain, on sait qu'elle est forcément vraie, en tout cas si elle était vraie à la base. Parce que si elle était fausse à la base, comme on ne peut pas la modifier, elle est encore fausse. Mais si elle est vraie, on sait du coup qu'elle est vraie. Donc si la source est de confiance, la donnée est de confiance. On sait qu'elle n'a pas pu être falsifiée. Par contre, tout le monde y a accès. Alors on peut encrypter la donnée. Mais derrière, c'est les mêmes problématiques que les systèmes d'encryption standards. Et donc ils peuvent être hackés. Alors, petit fait intéressant sur la blockchain, c'est une technologie qui a explosé avec les annonces d'Edward Snowden en 2013 sur tout ce que fait la NSA et tout ça. Parce que c'est une technologie qui permet justement de partager l'information et du coup de faire des systèmes en fait de confiance où vous n'avez plus besoin d'une confiance hiérarchique. Par exemple, ça s'est énormément déployé dans le système bancaire. Où en fait votre banque, qu'est-ce que c'est? C'est une entité d'autorité en fait qui va contrôler tous les flux. Avec une blockchain, vous n'avez plus besoin d'entité d'autorité puisque vous avez confiance dans le système même étant donné que toutes les données sont immuables, donc fiables. Et on ne connaît pas qui a inventé la blockchain. La personne qui a développé ça, toutes les nouvelles crypto-monnaies, vous savez, tout ce qu'on entend sur les crypto-monnaies, c'est basé sur cette technologie-là. Et ça a été fait par quelqu'un qui n'a jamais révélé son identité. Tout ce qui a été publié et qui a décrit les blockchains, ça a été fait de manière anonyme. Enfin, pseudonyme, parce qu'il a donné un pseudo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la blockchain? Eh bien, on pourrait partager les données environnementales et épidémiologiques. Vous savez, aujourd'hui, je vais en venir au smart contract directement, tout en bas. Aujourd'hui, il y a des assurances, par exemple, qui se disent « mais moi, j'assure des agriculteurs et je les assure contre la sécheresse. » Et donc, des fois, ils me disent « voilà, ça fait 1 mois qu'on a de la sécheresse, donc j'aimerais déclencher mon plan d'assurance. » Et donc, ils sont obligés d'envoyer un expert pour constater, pour vérifier les données de Météo France et tout ça, et regarder qu'il y a bien eu 1 mois de sécheresse. Si vous mettez toutes les données de Météo France dans une blockchain, donc elles seront infalsifiables, donc elles seront vraies. Donc on peut déclencher automatiquement des polices d'assurance, sans avoir à passer par un expert. Encore une fois, on contourne une autorité. Donc on pourrait faire de la traçabilité des aliments ou des médicaments aussi.
Il y a beaucoup de problématiques par rapport à ça, avec les médicaments falsifiés et les faux médicaments, notamment en Afrique. Avec des systèmes comme ça, on peut avoir des systèmes de traçabilité qui sont inviolables. Immuabilité des résultats d'essais cliniques. On ne peut plus non plus falsifier d'essais cliniques. Ça arrive encore. Hein. Et il y a encore des laboratoires qui se font condamner pour ça. Ça arrive encore. Et le développement d'outils d'intelligence collective. Puisqu'on peut connaître, en fait, qui a apporté quoi comme information. L'Institut Mines Télécom a développé, à partir d'une blockchain, un système qui répartit automatiquement la propriété intellectuelle lors d'une collaboration. Chaque acteur ne peut plus être lésé de sa contribution. Et c'est même un système qui est opposable devant la loi. Et donc la propriété intellectuelle de votre collaboration est automatiquement distribuée. Ça, c'est très intéressant pour les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous co-construisez avec un industriel, est-ce que vous avez un retour par rapport à ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez des fees? Est-ce que vous avez concrètement une licence que vous pouvez déposer avec lui, ou ça vous retourne de l'argent et vous pouvez après financer d'autres projets? C'est assez difficile à mettre en place, surtout que nous, en fait, généralement, on apporte l'usage. La technologie, c'est brevetable, pas l'usage. Et bien, avec des systèmes comme ça, tout est protégeable. Et donc, vous pouvez avoir un retour sur investissement, en fait, lors de vos collaborations. Alors après, justement, par rapport aux gens qui disent on va mettre du coup les données médicales dedans, et elles seront on ne pourra pas les changer. Et notamment, il y a une start-up qui essaie de faire un DMP avec de la blockchain, sauf que, manque de peau pour lui, le nouveau règlement européen, en fait, article 17, le RGPD, dit droit à l'oubli. Et article 16, droit à la modification. Or, dans une blockchain, on ne peut rien supprimer, on ne peut rien modifier. Et si on ne peut rien modifier, on ne peut rien supprimer, on n'est donc pas RGPD compliance. Donc c'est interdit. Et aujourd'hui, les grosses limites de la blockchain, c'est notamment par rapport à certaines réglementations. Alors, le fameux big data. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, c'est celui dont vous entendez le plus parler. Alors le big data, comment ça fonctionne? Je vais prendre plein de sources de données différentes. Je vais les nettoyer, je vais les standardiser. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est la chose qu'on ne vous raconte jamais parce que c'est la partie chiante, en fait. Je vous donne un exemple très simple. Vous analysez, par exemple, plein de textes, plein de comptes rendus médicaux, plein de choses comme ça. Ben, vos médecins, ils ne décrivent pas les maladies de la même manière. Même une molécule, en fonction si je lui donne son nom chimique, si je lui donne son nom de marque médicament, et il y a même des molécules qui sont maintenant génériques, donc il y a plusieurs marques, ben, pour chaque nom qu'il aura vu, le système, c'est une entité différente, alors que derrière, c'est toujours la même chose. Si je vous parle de cancérologie et d'oncologie, je viens d'utiliser deux mots différents, je viens de vous parler deux fois du même concept. Et ça, les systèmes, ils n'ont pas l'intelligence pour le comprendre. Donc il faut standardiser la donnée. Et ça, c'est un énorme travail, parce que par essence, comme c'est du big data, il y a beaucoup de données, donc il y a beaucoup de données à standardiser. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a, on va dire, nettoyé, standardisé nos données, ben, on va faire travailler des algorithmes, et puis on va obtenir deux choses, que je vais détailler juste après, parce que donc, dans les prérequis, j'en ai parlé, hein, interopérabilité des sources, bien sûr, il faut que tous vos ensembles de données puissent communiquer entre eux, sinon votre algorithme n'aura pas accès à tout. Et puis en plus, il faut être basé sur les mêmes ontologies, donc sur les mêmes mots, sur les mêmes concepts, sur les mêmes approches. Les mesures de cybersécurité sont d'autant plus importantes que vous centralisez au même endroit énormément de données. 30% des attaques de hackers en 2016, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2017 et 2018, parce que généralement, vous savez que vous vous êtes fait hacker, en moyenne, 1 an et demi après, vous êtes fait hacker. Donc on a déjà les chiffres 2016. En 2016, 30% des attaques de hackers, c'était contre des clusters de données de santé. 310 hôpitaux se sont fait hacker l'année dernière en France, dont 60 incidents critiques. Donc quand vous centralisez énormément de données au même endroit, ça intéresse les hackers. Donc les mesures de cybersécurité doivent être encore plus grandes. Fait intéressant, il y a 2,5 millions d'articles scientifiques qui sont publiés par an. Bien évidemment, on ne peut pas tout lire. Donc des systèmes comme ça peut être intéressant pour justement faire de la synthèse de données, nous renvoyer certaines informations ou tout simplement mettre en place des systèmes de veille pour récupérer toutes les bonnes informations. Et la France possède 260 bases de données publiques, bien évidemment pas interopérables et tout ça, donc il y a un énorme travail à faire. Mais en regroupant tout ça, on pourrait détecter beaucoup de choses intéressantes. Donc, le potentiel du big data, épidémiologie, pharmacovigilance en quasi-temps réel. Bien évidemment, si vous couplez toutes vos sources, vous pouvez détecter tout un tas de corrélations.
Et derrière les corrélations, si vous êtes capable de comprendre l'intelligence des données, vous pouvez regarder si c'est une simple corrélation ou une causalité. Parce que toute corrélation, attention, n'est pas une causalité, même à très haut niveau. Il y a un site que je vous invite à regarder qui s'appelle Spurious Correlation, qui a mélangé en fait des tonnes et des tonnes de données pour sortir des très hauts taux de corrélation entre des trucs qui n'ont rien à voir. 99,2% de corrélation entre le taux de divorce aux États-Unis et la consommation de margarine dans le Maine. Ça n'a aucun rapport. Plus de 75% de corrélation entre le taux de suicide aux États-Unis et le nombre de films où Nicolas Cage apparaît. J'espère que ça n'a aucun rapport, je pense. Donc c'est important derrière d'aller comprendre l'intelligence des données, en fait. Mais du coup, en mélangeant tout ça, on peut mettre en place, parce que je reviens vite fait dessus, c'est une technologie en fait qui est génératrice d'hypothèses. C'est un générateur d'hypothèses massif, parce qu'en fait, ça détecte des tonnes et des tonnes et des tonnes de corrélations. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc derrière, si vous êtes capable de dire cette corrélation est une causalité, ça fait plein de choses intéressantes, et notamment de la recherche inversée que je détaillerai à la fin. Donc, analyse territoriale des besoins de santé. Imaginez coupler les données épidémiologiques, les données d'offres de soins, les données démographiques. Et ça sur des années et des années. Et vous pouvez regarder toutes les évolutions de votre territoire. Et du coup, avoir des politiques de santé qui s'adaptent aux évolutions de votre territoire. Personnalisation des campagnes de santé publique. Aujourd'hui, on utilise ces technologies-là pour diffuser de la pub, en fait, pour vous faire acheter des choses. Parce que ça permet de vous cibler, en fait, et de savoir que vous êtes plutôt sensible à ceci ou plutôt sensible à cela. Mais si à la place de vous vendre une voiture ou un nouveau canapé, on vous diffusait des messages personnalisés de santé publique, ça pourrait avoir un impact intéressant. Segmentation des patients et personnalisation des prises en charge. Là aussi, c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, des patterns communs, des motifs communs entre différents patients qui ont peut-être des pathologies différentes, mais qui vont, au sein de mon établissement, être pris de la même manière? Ça, je ne peux pas le savoir. Avec des technologies comme ça, je peux essayer de le savoir. Je peux essayer de déterminer, en fait, s'il y a des choses qui sont communes. Et donc, personnaliser, en fait, les prises en charge, dire, OK, ce patient, à partir de l'analyse de son dossier, je sais qu'il va probablement suivre ce parcours. Donc, derrière, j'active toute la chaîne. Aide au diagnostic, bien évidemment, ça détecte des corrélations. Donc ça va sortir énormément de diagnostics, et donc ça peut aider au diagnostic. Mais derrière, il faut quand même un être humain, même si vous mettez la couche d'au-dessus, l'intelligence artificielle, mais ça, on en reparlera après. Sécurisation des prescriptions médicamenteuses. Tout simplement analyser des tonnes de bases de médicaments et regarder si entre les X médicaments que j'ai prescrits, il n'y a pas des interactions médicamenteuses. C'est très difficile pour un pharmacien en temps réel de regarder en fait toutes les notices de toutes les bases de médicaments pour savoir s'il y a des interactions. Avec des systèmes comme ça, on peut le faire. Et la recherche inversée, je reviens dessus. Alors la recherche inversée, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quand vous faites de la recherche, qu'est-ce que vous faites? Vous émettez une hypothèse, puis vous générez des données, et en fonction des données, en fait, vous validez ou vous invalidez votre hypothèse. Là, comme c'est des générateurs massifs d'hypothèses, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous récupérez énormément de données, vous faites tourner ces algorithmes-là, ils vont détecter des hauts taux de corrélation, et derrière, vous n'avez plus qu'à regarder si ces corrélations sont des causalités ou pas, et vous détectez plein de nouvelles choses, vous découvrez plein de nouvelles choses. Alors sur les limites, bien évidemment, l'interopérabilité des sources. Si on veut mélanger plein de données, faut qu'elles soient interopérables. Mais juste petite digression sur l'interopérabilité. Aujourd'hui, c'est plus une problématique technique, c'est une problématique politique. On a toutes les technologies pour faire de l'interopérabilité de n'importe quel système. Maintenant, il faut qu'il y ait de la volonté politique derrière pour que ça se fasse. Des ontologies communes, ça je l'ai dit. Il faut derrière que les données elles soient standardisées. Donc aujourd'hui, comme on n'a pas d'ontologie commune, que chacun utilise son propre vocabulaire, mais c'est normal, c'est l'être humain, on est comme ça. Et même culturellement, les choses peuvent varier aussi. Du coup, c'est encore une limite parce qu'il y a un gros travail de nettoyage à faire. La complétude des données, c'est des choses qui ne vont pas détecter des choses qui ne sont pas dans les données. Et aujourd'hui, les données dans les dossiers médicaux ne sont pas totalement complètes, notamment pourquoi les DPI ont été faits pour faire de la facturation. Ils n'ont pas été faits pour faire de la prise en charge et du soin. Donc, il y a énormément d'informations qui ne sont pas demandées, et donc il y a énormément d'informations qui manquent pour avoir des analyses extrêmement intéressantes. La fiabilité des données, là c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement important à regarder. Si vous avez une source qui a des données pas fiables à l'intérieur,
Ce n'est pas parce que vous passez par un super algorithme de big data que ça va vous donner des super résultats. Si c'est pourri à l'entrée, c'est pourri à la sortie, il n'y a pas de miracle. Les problématiques d'anonymisation. Là, recoupement de données, du coup, on peut réidentifier les gens. Fort risque de cyberattaque. Vous avez mis plus de données au même endroit, c'est plus intéressant pour les hackers, forcément. Le non-respect du théorème de Cap. Est-ce qu'il y a des DSI dans la salle? Sinon, ça ne sert à rien que je détaille ce sujet. OK, on passe. Et la nécessité de data intégrateur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça détecte des corrélations, pas des causalités. Donc derrière, c'est important d'être en capacité de dire « Ok, cette corrélation, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport. » Ou alors de dire « Ok, cette corrélation, il y a vraiment quelque chose derrière. C'est possiblement une causalité. On va inspecter. » Alors, l'intelligence artificielle, c'est une technologie de big data. Donc, elle va reprendre énormément des potentiels et des limites du big data. C'est encore la même chose. On récupère plein de données, mais cette fois-ci, l'objectif, en fait, c'est de créer un système avec. La grosse différence entre l'intelligence artificielle et le big data plus classique, en fait, dans le big data, c'est un peu vous qui déterminez les règles. Vous lui dites, cette donnée-là, elle est importante de la regarder avec celle-là. Sauf qu'il y a des règles qui sont très difficiles à déterminer, puis il y a des règles qui sont très abstraites à comprendre aussi. Si, par exemple, je vous dis, établissez-moi des règles qui permettent de faire la différence entre un tissu où il y a une tumeur et un tissu où il n'y a pas de tumeur. Alors vous, votre œil, il le voit, donc tout de suite, il fait le lien. Mais demander ça à une machine, c'est un ensemble de règles extrêmement compliqué, parce que les tumeurs peuvent avoir des formes totalement différentes. Il y a des tumeurs qui sont plus denses, il y en a qui ne le sont pas. Vous voyez, il y a énormément de paramètres différents. Et donc les règles sont très abstraites. On les applique de manière inconsciente, mais on n'est pas capable de les comprendre pour les décrire. Ces algorithmes-là, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer les règles. Ils vont les trouver eux-mêmes. On va simplement lui montrer énormément de données en lui disant « là, il y a des tumeurs, là, il n'y a pas de tumeurs ». Et lui, par rapport à l'imagerie, va comprendre tout seul les règles. Et donc, à partir de là, il va se paramétrer tout seul, il va apprendre. Et puis, dès que vous allez lui donner une nouvelle image, où là, vous n'avez plus à lui dire « il y a une tumeur ou il n'y a pas de tumeur », c'est justement lui qui va vous donner la réponse. Alors, il y a des petits prérequis importants là-dessus. Parce que ce n'est pas simplement avoir plein de données. Il faut qu'elles aient des caractéristiques particulières, ces données. On a fait des recommandations là, pour la HAS sur l'analyse de ces systèmes-là pour la santé. Et c'est l'un des éléments en fait, qu'on a relevé, c'est l'importance en fait, des données d'apprentissage à la base. Il faut qu'elles aient certaines caractéristiques particulières qu'on a déjà identifiées. Déjà, il faut qu'elles soient représentatives de la réalité. Il faut qu'elles soient aussi exhaustives. C'est-à-dire que si dans vos données, vous n'avez pas, par exemple, tel type de tumeur, votre système ne sera jamais capable de les détecter parce qu'il ne les aura jamais vus. Donc il n'aura jamais appris. Donc il ne saura pas. Donc votre système va passer à chaque fois à côté de ce type de tumeur. Donc complétude des données, représentativité, il faut que ça représente la vie réelle aussi. Parce que sinon il va totalement être biaisé, parce que ça apprend en fait par occurrence d'apparition. Plus ça voit quelque chose, plus ça détermine que c'est pertinent. Et en termes de cybersécurité, là, c'est d'autant plus problématique qu'en fait, aujourd'hui, quand vous voulez hacker un système, par exemple, pour changer le fonctionnement d'un logiciel, je vais vous le faire grossièrement, il faut hacker le serveur, modifier le programme informatique, le réécrire, et puis le système est changé. Sur les systèmes comme ça, vous n'avez pas besoin de réécrire le programme informatique. Vous lui donnez des mauvaises données en entrée et en feedback. Et en fait, vous n'allez pas modifier l'algorithme, vous allez le corrompre. Ça, c'est indétectable. Donc, c'est une vraie problématique de cybersécurité qui est née avec ces systèmes-là. Alors, deux faits intéressants. Le gouvernement veut créer le Health Data Hub, où ils mettent toutes les données de santé au même endroit pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Sauf qu'on va avoir une grosse problématique, 80% de la donnée, c'est du texte. 80% de la donnée qu'on possède dans les hôpitaux, c'est du texte. Et donc ça, pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, il n'y a pas plus nul. Donc c'est une vraie problématique. Donc il va falloir créer de la donnée discrète. Tant qu'on n'aura pas créé de la donnée structurée, parce que le texte, c'est pas structuré en fait, tant qu'on n'aura pas créé de la donnée structurée, ça sera plutôt difficile de faire des systèmes comme ça, sur en tout cas des analyses autres que l'imagerie. Et puis un autre fait extrêmement intéressant, on se dit tous, mais l'intelligence artificielle, on va être obligé de le faire avec Google, avec IBM, et avec tout ça, ils ont tellement d'avance. En fait, l'intelligence artificielle, c'est à peu près 70 ans. Il n'y a pas eu de nouvel algorithme vraiment révolutionnaire depuis 2001.
En fait, ça ressort aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux processeurs, notamment qui font du calcul parallèle. Ça veut dire que l'intégralité des algorithmes qu'utilisent Google, IBM et tout ça pour vous montrer les choses incroyables qu'ils font, ils sont open source et téléchargeables sur Internet. Donc on n'a pas besoin d'eux pour faire de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a plein de startups qui font de l'intelligence artificielle en utilisant les mêmes librairies informatiques que ces géants-là et qui font plein de trucs super. Et si une startup peut le faire, les hôpitaux peuvent le faire. Donc, le potentiel et les limites de cette technologie. Alors, on va retrouver tous les potentiels du big data, avec moins de problématiques, bien évidemment. Aide à la coordination des acteurs de santé et prédiction des parcours de soins. CH Bretagne Sud, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont lancé un programme où leur objectif, c'est... En fait, ils ont analysé des tonnes et des tonnes de flux en fonction de type de patient. Et ils vont justement essayer d'avoir un système qui leur dit « Ok, j'ai détecté que c'était ce type de patient, donc à l'intérieur de l'hôpital, il va suivre tel parcours. Et donc derrière, je peux coordonner tous les acteurs de la chaîne. » Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Aide à la complétion des dossiers médicaux. Imaginez des systèmes en fait, qui, lorsque un médecin tape un compte-rendu, enfin fait un compte-rendu, il va lui dire « il manque cette info-là, il manque cette info-là, il manque cette info-là ». Il va pouvoir analyser en fait, ce que le médecin dit, ou ce que le médecin écrit, et lui dire « il manque cette information ». Et donc vous allez avoir une meilleure complétion de la donnée. Et donc vous allez avoir une meilleure information médicale. Aide au codage. Et ça c'est pareil. Si on pouvait se concentrer au niveau... Enfin, c'est une vraie problématique médicale, ça prend du temps le codage. Il y a beaucoup de dossiers qui sont relativement standards. Donc derrière, on peut avoir une détection automatique du code PMSI. Et puis, quand ça n'arrive pas à déterminer tout seul le code PMSI, eh ben là, l'humain intervient. Mais en tout cas, il y a une grosse partie du travail qui peut être fait. Après, aide au traitement du signal. En fait, tout ce qui est un signal compliqué, donc compliqué, standard, l'imagerie, la NAPAT, la biologie médicale, les dispositifs médicaux, c'est des signaux qui sont produits par des machines, donc qui sont standards. Il n'y a pas de variabilité comme quand l'homme produit quelque chose. Donc là, on peut déjà appliquer des systèmes d'intelligence artificielle là-dessus. Et on voit les énormes explosions qu'il y a eu de ces algorithmes-là dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines. C'est souvent lié à l'analyse d'images. Pourquoi? Parce qu'une machine, elle va vous produire, si elle regarde 2 fois la même chose, elle va vous produire 2 fois la même image. Là où un humain, vous pourrez vous en faire 2 descriptions totalement différentes. Donc comme on est sur de l'analyse, certes compliquée, mais ces algos peuvent adresser le compliqué. Et donc là, ça peut être extrêmement intéressant. Quelqu'un qui a 300 coupes d'IRM, eh ben, un algorithme en amont qui va lui dire bah, écoute, sur les 300 coupes d'IRM, voilà les 5 qu'il faut regarder, parce que sur ces 5-là, j'ai détecté qu'il y avait quelque chose de pas normal. Donc on pourrait gagner du temps. Sécurisation des activités aussi médicales, chirurgicales, paramédicales, tout ça. Le CH de La Rochelle, ils ont créé une start-up en fait, qui analyse automatiquement les préparations de chimiothérapie. Ça regarde ce que le préparateur fait, les doses qu'il emploie, les produits qu'il emploie et pour quel patient. Et s'il voit qu'en fait, ce n'est pas adapté, que ce n'est pas la bonne dose, qu'il y a un mauvais produit qui a été utilisé, il invalide la poche de chimiothérapie. Et du coup, ça sécurise les activités. Et puis, développement de simulateurs réalistes pour la formation. Avec l'explosion du numerus clausus, je pense qu'on va devoir se pencher vers beaucoup de simulations. Et puis en plus, autre aspect de la simulation, quand vous lisez ou quand vous entendez quelque chose, vous retenez entre 10 et 20%. Ça, c'est un peu... je suis en train de me dire, là, tout ce que je vous ai dit, vous n'en retiendrez que 10 à 20%, mais c'est pas grave. Quand vous faites, vous retenez entre 80 et 90%. Donc apprendre par la simulation, c'est extrêmement intéressant. Et on voit déjà des simulateurs pour la chirurgie, par exemple. Mais pas que. Le CHU de Bordeaux, ils font pas mal de choses par rapport à ça. Et l'université aussi de Descartes, avec le laboratoire Illumins, qui fait beaucoup de programmes sur la formation des chirurgiens. Alors les limites, parce qu'on a l'impression, quand on regarde la presse, quand on écoute des gens qui racontent n'importe quoi, comme Laurent Alexandre et tout ça, que... elles n'ont aucune limite, ces technologies, elles sont fantastiques, et en plus, c'est les GAFA qui vont les faire, nous, on ne peut rien faire. Alors déjà, elles ont énormément de limites, ces technologies-là, j'en ai parlé de quelques-unes, mais surtout, quand vous avez des gens qui vous disent « attention, ces technologies-là, si on fait n'importe quoi, bah, elles prendront le contrôle de l'humanité ». Alors ça, 2 choses. Déjà, c'est de l'anthropomorphisme de base. C'est-à-dire que
Peut-être que l'homme a envie de prendre le contrôle sur d'autres hommes. Les animaux, ce n'est pas le cas, et les machines encore moins. Même très intelligentes. Donc ce n'est pas de la machine qu'il faut avoir peur, c'est de l'homme qui est derrière. Ça, c'est important. Et on va le voir justement sur la problématique d'intelligence économique. Et en plus, ça voudrait dire des intelligences artificielles horizontales, c'est-à-dire qu'on a des capacités en fait, de faire des liens entre des choses qu'ils n'ont jamais vues, jamais appris et tout ça. Ce n'est pas du tout les mêmes théories d'intelligence que tout ce qu'on a développé à l'heure actuelle. Et surtout, pour comprendre ces nouvelles théories d'intelligence, qui sont en fait notre intelligence, ben, c'est dépendant de la recherche en neurologie. Et on n'y est pas du tout pour le comprendre actuellement. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, il faut avoir peur des gens qu'il y a derrière. Alors le problème de lissage des modèles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait ces algorithmes-là, ils apprennent par occurrence d'apparition. Plus ils voient quelque chose, plus ils déterminent que c'est pertinent. Donc en fait les cas rares, ben pour eux c'est pas pertinent. Les cas rares c'est un artefact. Et donc les cas rares, je les élimine. Donc c'est des algorithmes qui sont massivement routine experts. Ils sont très bons pour faire 90% des cas. Et les gens qui vous disent grâce à ça, on pourra détecter toutes les maladies rares. Ben justement, encore moins en fait. Enfin, en tout cas, si on n'est pas en capacité de critiquer la machine. Le problème de formatage des modèles, ça aussi c'est extrêmement intéressant. Il apprend par rapport aux données qu'on lui a données. Alors là, je vais vous donner un truc. Google a fait une super communication en disant « Regardez, on a fait un super système, vous lui donnez plein de textes, puis il va être capable de comprendre la relation entre les mots. » Et après, vous lui dites, par exemple, regardez, vous lui dites c'est quoi l'équivalent en fait, homme-roi, femme égale, donc reine. Ok, ça marche. Et puis il y a des gens dans le domaine médical, ils se sont dit, ah, ben, c'est fantastique, du coup on va l'utiliser. Puis ils ont fait lire des tonnes et des tonnes de textes médicaux. Et l'équivalent de médecin homme pour femme, à votre avis, c'est quoi? Infirmière. Ça recopie tous les défauts, en fait. Et comme c'est routine expert, même ça les amplifie. Donc c'est une vraie limite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des données qui représentent vraiment ce que vous voulez. Et pas, justement, ça recopie tous les biais culturels, ça recopie énormément de choses. Il y a un cabinet de conseil qui a eu la même problématique. Ils ont fait lire tous les CV qu'ils avaient vus et puis ils ont indiqué tous les gens qu'ils avaient pris en poste. L'algorithme ne recrutait jamais les femmes. Parce que l'algorithme, en analysant les CV, avait trouvé qu'être une femme, c'était discriminant par rapport aux données qu'on lui fournissait. Donc c'est une vraie problématique aussi, ça. Notamment éthique. Après, la grosse problématique aussi qu'on a, c'est que certains mécanismes en fait, d'intelligence artificielle sont des vraies boîtes noires. On ne sait pas comment ils ont généré leurs résultats. Et donc, si on ne sait pas comment ils ont généré leurs résultats, comment on va être en capacité de critiquer le résultat ? Parce qu'ils vont faire des erreurs. Alors il y a des gens qui disent, mais oui, mais ils vont faire 0,01% d'erreurs, là où l'humain en fait 10%. Ok, mais ils vont voir des dizaines de millions de cas. Et 0,01 fois des dizaines de millions, ça fait quand même des centaines de milliers d'erreurs. Donc ils vont faire des erreurs. Et puis après, donc, le design éthique et l'intelligence économique, ça je vais le détailler plus en profondeur. Le design éthique, c'est quoi? Ça, c'est une problématique qu'on a vue avec les algorithmes d'intelligence artificielle qui tournent déjà sur les réseaux sociaux. En fait, quand j'ai un algorithme classique, il va me faire des propositions, et puis je vais choisir parmi ces propositions, et puis la fois d'après, il va me refaire des propositions, et je vais rechoisir parmi ces propositions. Voilà. Il n'y a pas d'adaptabilité à la personne. Alors on se dit, bah, c'est moins bien. Sauf que la problématique de l'adaptabilité, c'est quoi? C'est que il va y avoir un phénomène que je vais vous expliquer maintenant, c'est que quand on a un algorithme apprenant, il va nous proposer en fait des choix. Et donc on va choisir, et puis il va apprendre de ce choix. Et la fois d'après, en fait, il va vous proposer préférentiellement le choix que vous aviez un peu déjà pris, puisque vous l'avez déjà pris. Et au fur et à mesure, de plus en plus. Et après, en fait, vous n'êtes plus qu'une caricature de vos propres choix. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, par exemple, plus vous les utilisez, plus vous ne voyez plus que de l'information qui conforte toutes les idées dans lesquelles vous croyez. Donc c'est des algorithmes qui sont extrêmement conservateurs. Et notamment qui sont biaisés parce que parfois, on a tout simplement envie de regarder quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau. Ben, comptez pas sur eux. C'est totalement l'inverse. L'autonomie de jugement, ça c'est extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces algorithmes, on dit mais c'est pas grave, la personne elle a encore une autonomie. Oui, parce que pour l'instant, c'est utilisé sur les réseaux sociaux.
Et en fait, quand vous prenez une décision sur les réseaux sociaux, c'est plus de l'ordre de l'envie que de l'ordre du devoir. La différence entre les deux, l'envie, vous avez une liberté d'action. Vous pouvez décider de ne rien faire. Et puis c'est vous qui avez décidé de prendre une décision. Et donc, il y a un très haut niveau de sécurité. C'est-à-dire que si vous vous plantez, c'est pas grave. Un devoir, soigner son médecin, enfin soigner son patient, diagnostiquer son patient, faire quelque chose parce que sa hiérarchie l'a demandé, là, c'est pas du tout la même chose. Là, on est dans un état de contrainte et de précarité. Si je fais une erreur, je peux me faire virer. Si je fais une erreur, je peux tuer mon patient. Et donc, la prise de décision, elle n'est pas du tout faite dans le même contexte. Et en fait, si on a un manque de temps et d'information, on va faire appel à ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est tout simplement faire la liaison en fait, entre des choses qu'on a déjà vues, mais c'est une liaison inconsciente par rapport au phénomène qu'on est en train d'analyser. Mais on va se dire, attends, parce que là, j'ai pas assez d'informations, je pourrais me fier à mon intuition, mais j'ai un algorithme qui fait 0,01% d'erreur. Donc je vais lui demander. Et là, en fait, on se place, alors, c'est une expérience qui est critiquée, mais c'est exactement le cas de l'expérience de Milgram. On se place en fait en état agentique. C'est-à-dire on n'est plus que quelque chose qui fait une action. C'est plus nous qui prenons la décision. Et quand ça va faire des erreurs, ça va être terrible. Et surtout, il y a des choses, en fait, où il y a des biais cognitifs. Si par exemple, je vous dis, alors vous inquiétez pas si vous vous plantez à ce test, parce que la grande majorité des gens se plantent, c'est pour ça qu'on appelle ça un biais cognitif. Si je vous dis par exemple qu'il y a un test qui est fiable à 99% pour détecter une maladie qui est présente chez une personne sur 1000 dans la population, est-ce que si vous êtes détecté positivement, c'est très grave? Ben non, pas spécialement en fait, parce que si vous êtes détecté positivement, vous avez 89% de chances de ne pas avoir la maladie. Pourquoi? Une personne sur 100 est mal diagnostiquée. Il y a une personne sur 1000 là. Ça veut dire que sur 1000 personnes, parmi ceux en fait, où il y a eu un faux positif, il y a en fait 11 personnes sur les 1000 qui ont été faussement diagnostiquées. Donc vous avez 89% de chances en fait, de ne pas l'avoir. Et ça, c'est un vrai biais cognitif, ça fait énormément de faux positifs. Du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a des agences comme la FDA, par exemple, qui disent « Oh, fantastique !» Là, on a un système sur l'ophtalmologie, je ne sais plus ce que ça fait exactement, mais en tout cas, on a un système d'intelligence artificielle qui analyse en fait des images en ophtalmo, et puis du coup, on va le mettre à disposition, on va l'autoriser. 12% de faux positifs, il renvoie. Vous imaginez si les médecins avaient 12% de faux positifs à gérer en plus? Et puis vous imaginez pour les patients, vous avez un cancer. Ah ben non, excusez-nous, excusez-nous, c'était notre algorithme, puis il s'est planté, c'est quand même un stress assez particulier. Et la vraie problématique pour moi de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est l'intelligence économique. Pour toutes les industries de services, c'est des outils extrêmement dangereux. Pourquoi? Imaginez donc entre vous, qui êtes en bas, capital informationnel de l'établissement, et votre patient, vos usagers tout en haut, vous avez des services qui sont assistés ou même carrément faits par un système d'intelligence artificielle. Et bien celui qui vous fournit, en fait, le système d'intelligence artificielle, il capte l'intégralité de votre capital informationnel, sous prétexte d'analyse et d'apprentissage. Le Free London Hospital à Londres en a fait l'expérience. Google a dit, nous, on va vous aider à analyser en fait vos insuffisants rénaux. Donc ils ont dit, fantastique, on va utiliser le système. Et puis à un moment, le DSI regarde quel dossier avait été ouvert par l'algorithme. Tous. Mais pas tous parce que Google est méchant, tous parce que c'était obligatoire. L'algorithme, il est bien obligé d'ouvrir un dossier, de l'analyser en intégralité pour savoir si c'est un insuffisant rénal ou pas. Et donc Google a récupéré l'intégralité du capital informationnel du Free London Hospital. Mais IBM Watson fait la même chose. C'est pas que Google. La réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est? En réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc la réalité virtuelle, on va en fait vous immerger dans un environnement 3D. On peut faire beaucoup de choses avec. Et puis, la réalité augmentée, on va superposer de l'information sur votre champ visuel. Donc il n'y a pas forcément de prérequis. C'est des technologies qui sont assez facilement déployables. Il y a déjà des sociétés savantes dans le domaine, notamment en psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'au niveau des potentiels, il y a déjà des systèmes d'intelligence de réalité virtuelle pour le traitement de la douleur.
On peut diminuer le recours en fait aux anesthésiants parce qu'on immerge en fait les patients dans des simulations et ça fonctionne. Il y en a également pour tout ce qui est thérapie par exposition, phobie, addiction. Il y a un médecin à Marseille, ça fait plus de 7 ans qu'il fait ça. Il y a même eu un Lancet psychiatrie sur le sujet. Et il y a des super résultats. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous avez peur de prendre l'avion. Ben, vous mettre en situation, ça peut coûter relativement cher pour l'hôpital. Vous avez peur du vide, ben, c'est pareil, ça peut être relativement difficile pour le thérapeute de vous mettre en condition. En réalité virtuelle, c'est extrêmement facile. Vous mettez le casque, vous lancez la bonne simulation et c'est parti. Et le thérapeute est à côté de vous et peut vous aider. Et bien évidemment pour la formation, pour les chirurgiens, par exemple. Faire une opération qui est relativement rare, c'est très difficile de se former dessus, parce qu'il faut que le cas arrive, il faut que je sois là au moment où il arrive. Il faut que la personne qui opère veuille bien que je sois là pour regarder. Ben, en simulation, c'est extrêmement facile. On reproduit le cas, on met le casque de réalité virtuelle et on peut suivre. Et en réalité augmentée, alors là, on va avoir tout le développement d'outils de superposition visuelle. Donc ça peut aussi servir pour la chirurgie. À l'hôpital européen Georges Pompidou, ils ont fait ça en chirurgie ortho. Ils ont superposé en fait le squelette du patient sur le champ visuel du chirurgien. Alors, il y a des chirurgiens qui disent c'est gadget, moi j'ai besoin de très bien voir, et puis il y en a qui disent c'est très utile. Donc il y a encore des débats, mais en tout cas c'est des choses qu'on peut faire. Et puis il y a d'autres choses, il y a le CHU de Brest a développé une application où vous allez regarder en fait plusieurs boîtes de médicaments avec votre téléphone, donc ça va filmer en fait. Et puis au-dessus des boîtes de médicaments, ça va vous dire s'il y a une interaction médicamenteuse ou pas. Et pareil avec les aliments. Vous allez au supermarché, il sait que vous prenez tel ou tel traitement, et vous regardez en fait les boîtes d'aliments. Par exemple, si vous prenez des antivitamines K, il ne faut pas manger de choucroute. Là, vous regardez une boîte de choucroute ou du chou, des choses comme ça avec, et ça vous dit non, c'est incompatible avec vos traitements. On superpose de l'information en fait. Voilà, donc avant le débat, je tenais vraiment à faire ces présentations. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter la marketisation de la science. Ce qu'il faut comprendre, là, j'ai présenté beaucoup de technologies numériques. Ça a été dit ce matin par la philosophe. Aujourd'hui, c'est très important de narrer les choses. Ça, l'industrie du numérique, elle l'a extrêmement bien compris. Et elle raconte des belles histoires. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemble le PDG de Peugeot ou de Renault? Voilà. Par contre, Steve Jobs, Bill Gates, tout ça, vous avez tous vu. Parce que c'est des gens, c'est pas des PDG, c'est des gourous. Ils vous racontent des histoires et c'est fantastique. Et il faut les suivre. Et il faut utiliser leur technologie. Donc il y a un énorme lobbying culturel en fait. Quand les gens vous disent on ne pourra pas faire sans les GAFA, mais tous les algorithmes sont open source. Tous les algorithmes d'intelligence artificielle sont open source. On peut totalement faire sans les GAFA. Parce qu'il faut deux choses, il faut les algorithmes, donc ceux-là ils sont tous téléchargeables sur Internet, et il faut les données. Mais les données médicales, ce n'est pas les GAFA qui les ont, c'est nous. Donc les GAFA ne pourront pas faire sans nous. Nous, on peut faire sans eux. Merci beaucoup.